Salam alaikum, Azzoul Filaoun, bonsoir. Dans une semaine riche d'événements en Algérie, mais aussi à l'international, particulièrement au Maroc, où la dramatique histoire du petit Ryan a rapproché plus que jamais les peuples algériens et marocains. Un véritable élan de solidarité est né au sein de la population algérienne depuis le début de ce drame. La mort du petit Ryan a ému le monde entier et surtout le monde arabe. Sur les réseaux sociaux comme dans les médias, les Algériennes et les Algériens ont massivement exprimé leur solidarité avec la famille et proches du petit Ryan, mais aussi avec tout le peuple marocain. Petit ange, tu t'es battu jusqu'au bout, un héros, a salué un internaute sur Twitter. Il aura aussi là où des dirigeants des médias ont failli. Il a réuni les peuples autour de lui, renchérissait un autre internaute. Le courage de Ryan restera dans nos mémoires et continuera de nous inspirer. Le dévouement du peuple marocain et des secouristes également, a écrit l'international algérienne du Milan AC, Ismail Ben Nasser, dans un tweet accompagné du dessin d'un enfant s'élevant dans le ciel, accroché à un ballon en forme de cœur aux couleurs du Maroc. Toujours sous le choc, le Maroc et le monde pleurent le petit Ryan. Rabbi rahmou, inna lillah wa inna ilayhi raji'oun. La transition vers nos sujets de la semaine n'est pas facile après ce début d'intro sur le drame du petit Ryan. Mais l'actualité l'exige. Ce qui se passe chez nous est d'une importance primordiale à tous les niveaux, surtout quand on est à la porte du 3e anniversaire depuis le début du Hirak. Entre le récit des dirigeants politiques, Al-Jazair عندها أحسن منظومة صحية. L'Algérie dispose du meilleur système sanitaire en Afrique, mais aussi des meilleurs médecins au monde. Al-Jazair قوة ضاربة. L'Algérie est une force de frappe. شنقريحة الجزائر أقوى دولة في المنطقة. L'Algérie est la première puissance dans la région. Sans oublier que nous pouvons organiser 2 Coupes du Monde, ou encore l'Algérie est un exemple en termes de liberté d'expression et liberté de la presse. Le président Tebboune a déclaré, j'avais déjà évoqué le sujet de la liberté d'expression en Algérie et je me suis interrogé s'il existait un pays par le monde à l'image de l'Algérie qui compte 180 quotidiens et près de 8500 journalistes. Autant de déclarations et de récits des dirigeants algériens qui nous laissent perplexes face à la réalité que vit le peuple. L'exode des médecins algériens s'accélère. En 20 ans, l'Algérie a perdu 20 000 médecins. Selon le docteur Mohamed Yousfi, président du syndicat des spécialistes praticiens de la santé publique. Et la saignée se poursuit. Juste cette semaine, on apprend encore 1200 médecins s'apprêtaient à quitter l'Algérie pour la France après avoir réussi au test d'équivalence. Une annonce qui a relancé le débat sur la situation socio-professionnelle des médecins en Algérie et l'exode des cerveaux en général. La situation des droits de l'homme, très inquiétante, avec plus de 350 prisonniers politiques, dont des avocats, journalistes, chefs de parti ou encore militants politiques ou militants des droits de l'homme. Une situation qui se complique de jour en jour par la mainmise du pouvoir qui empêche toute ouverture politique, mais surtout qui n'apporte aucun projet de société ou vision qui encourage nos cerveaux à rester en Algérie. L'approche du tout répressif du pouvoir nous amène à constater que le régime est à bout de souffle, de l'échec sanitaire à l'échec socio-économique et à l'échec de sa diplomatie. L'Algérie nouvelle sera marquée par la médiocrité et ses dirigeants, et surtout par la politique
de l'échec, une politique qui met en danger la cohésion de notre pays. Quoi que le régime fasse pour faire taire le Hirak ou faire barrage à la volonté populaire pour un changement radical du système, le temps viendra où le peuple triomphera face à un régime dépassé par ses mécanismes de fonctionnement, dépassé par le temps et surtout dépassé par une jeunesse qui aspire à une Algérie meilleure. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات بدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين ضاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضباع بقرت لي تمام ما تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خديك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو كاع افيك من ريفوليسيون باسيفيك يا بنتي ما نهناش ملكية ما نهضراش واش ما خسرناش في بلاد العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش يا بنتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش بقى ما خسرناش في بلاد العياش شبيبة ما تعياش ولاش سماح ولاش توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول يخفيك بالبوليتيك توكسيك راها توكسيك تتنحو كاع بيك من ريفوليسيون باسيفيك خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في قلب سكتنا باش تبقى هي ثمان طال الحال شاب زوالي من التخمام غرقتو في الزط لا راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال موحدو كيتو هو البندية ما عليه كلام شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالين طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم الدين نموتو ماش خسارة وتبقى بلادي في العينين ضحيتو بالقلاليل ما زال شافيتي قنتورين باسي كريمينال تروحو فيها كاع يا السلاقين Algérie pouvoir entre récit et réalité, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission notre ami Adel Jabbar, analyste politique qui sera avec nous depuis le Canada via Skype. C'est Adel Marhaba bik, bonsoir et grand plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Je profiterai de ce moment pour remercier du fond du cœur toutes les sœurs et tous les frères et tous les amis que je connais ou pas à travers les réseaux sociaux, qui se sont inquiétés pour ma santé, qui m'ont souhaité un bon rétablissement. On est de retour, on n'est pas à 100%, et je suis peut-être à 75-80%, mais il y a suffisamment d'énergie pour continuer le combat. On ne lâche pas. Alhamdoulilah, on est très content d'apprendre que vous vous portez bien. Alhamdoulilah. J'aurai le plaisir aussi d'accueillir notre ami Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire, qui est avec nous aussi depuis Alger via Skype. C'est Mohamed Khelfaoui, bonsoir. Plaisir de vous retrouver aussi. Marhaba bik. Bonsoir, c'est Nasser. Bonsoir, c'est Adel. Désolé, moi, je n'ai pas appris votre maladie. Nasser m'avait informé, mais ça fait 2 jours. Et donc, je suis très heureux, très content pour toi que tu te sois rétabli. Alhamdulillah. Et j'espère que tu n'auras pas d'autres mauvaises surprises. Fais attention à ta santé. Surtout في Canada, c'est Mohamed. Où il fait presque moins 20 degrés. Ça nous fait plaisir de vous retrouver. On aura aussi le plaisir d'avoir dans cette émission M. Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS, qui sera avec nous depuis Alger, et Dr Tariq Arab, qui est médecin. Il sera avec nous depuis Paris.
Si Adel, je vais vous donner l'honneur de commencer cette émission et on va revenir bien sûr sur ce drame du petit Ryan. Rabbi Rahmou, Inch'Allah. On avait espéré pendant 5 jours qu'il s'en sortirait, mais Allah ghalib, c'est la vie, c'est le iradat Allah comme on dit. Toutes nos condoléances bien sûr à sa famille, à ses proches et à tout le peuple marocain. Un petit mot, Adel Djebbar. Un petit mot, je me recueille à la mémoire de cet ange qui est parti. هادو مكاتب الله، حنا مسلمين ونؤمنوا بالقضاء والقدر ونؤمنوا باللي الحياة في يد الله. C'est terrible ce qui s'est produit, c'est un véritable drame qui ne laisse personne insensible. Moi, j'ai été agréablement surpris par le gros élan de solidarité de tous les peuples arabes et musulmans, particulièrement le peuple algérien qui a montré une solidarité sans faille au-delà des excentricités de ceux qui sont en train d'écrire, de commenter les événements. On ne sait pas si cet enfant martyr est mort le premier jour ou après 3 ou 4 jours. Donc tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit, moi je le mets dans la case de la honte et dans l'indignité, laissant cet enfant tranquille. Il a rejoint son Seigneur. Et puis nous présentons nos sincères condoléances à ses parents qui sont meurtris par ce drame, à notre peuple, frère et ami marocain, avec lequel notre solidarité est infaillible, elle est permanente et elle ne souffre absolument d'aucun doute. Rabbi yarhamou yuwassa alayh. وربي يرحم ويوسع الاولاد نتاعنا اللي ماتوا ما ننساهمش. on a perdu 2 enfants, je pense à Barika, وحيد في عين قزام, واحد في ورقله tué par balle. Donc c'est des drames نحطهم sur le compte de la vie du مكتوب. ربي مكتب هكذا, on ne peut pas aller à l'encontre de la volonté divine. ربي يرحمه ويوسع عليه. Mais l'engouement aussi positif qu'a suscité ce drame, Adel Djebbar, je pense que c'est une leçon pour nous de voir comment cet enfant a pu unir, si on peut dire, les peuples en dessous de la terre. C'est Mohamed Khelfaoui. C'est Adel. Non, ce qui est extraordinaire, au-delà de la solidarité, c'est notre humanité qui s'est exprimée. Je pense qu'on aurait eu la même attitude, les mêmes sentiments vis-à-vis d'un enfant du Mali ou de l'Angola. Absolument. Donc c'est l'humanité qui s'est exprimée. Ce qui m'a le plus chagriné, moi, comme vous le savez, je ne lis pas les merdias algériens, mais j'avais demandé à mes amis, je leur ai dit, est-ce que les merdias algériens ont écrit sur le sujet? On m'a dit c'était blackout. Les Qanat Zigo faisaient des émissions sur des recettes de cuisine. C'est quand même dramatique. Oui, c'est vrai. C'est regrettant malheureusement. De tomber dans cette inhumanité, dans cette monstruosité. Mohamed Khelfaoui, c'est Mohamed. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce drame? Ensuite, je présente mes sincères condoléances à ses parents et à tous ceux qui ont eu à le connaître et à l'aimer, à ceux qu'il a aimé lui-même. Cette longue agonie suivie de la mort fut certainement terrible. طلبوا ربي إن شاء الله ما يكونش تعب كثير. هذه أمور إلهية قدر الله ما شاء فعل. نطلبوا له الرحمة والوالديه أيضا. هذه tout ce qu'on a vu, toutes les réactions du peuple algérien, du peuple marocain, est une autre preuve qui devrait inciter à d'autres types de relations, à éviter ce que nous vivons de part et d'autre, et que les gouvernants, aussi bien marocains qu'algériens, doivent réfléchir comment unir un peuple, comment lui apporter la sérénité, la joie, l'amour réciproque. Et voici un enfant, l'oiseau du paradis, qui vient par sa mort,
appeler à la rencontre des peuples, des deux peuples, appeler à d'autres formes de coopération, d'amour et de voisinage. Allah yarhamik mon fils. والله يصبر والديك وما نقدروا نديروا والو في حاله اكثر من هذه ما يعطيك الصحة. Barakallahu fik Si Mohamed, يعطيك الصحة. On va essayer donc d'entamer les autres sujets de notre émission. On parlera donc de l'exode des cerveaux algériens. On a appris donc cette semaine que 1200 médecins algériens vont quitter l'Algérie pour la France après avoir donc réussi ce concours d'équivalence. Donc on parle des statistiques qui sont vraiment effrayantes. Plus de 20 000 médecins qui ont quitté l'Algérie depuis 20 ans, chiffre extraordinaire. Pourquoi donc ces cerveaux, ces médecins, ces ingénieurs quittent l'Algérie? Adel Djebbar, vous êtes au Canada où il y a bien sûr une grande communauté algérienne, où il y a beaucoup d'Algériens, de cerveaux algériens si on peut dire, des diplômés algériens qui ont quitté l'Algérie, qui sont installés au Canada, mais dans d'autres pays aussi, en Europe, aux États-Unis. C'est toujours le drame qui continue à Adel Djebbar. Le drame est, me semble-t-il, voulu. L'exode n'a pas commencé hier. Il a commencé, moi je me rappelle, dans les années 75. Il y avait plus de candidats au départ sur le port d'Alger que sur le port de Casablanca. Quoique Boumediene, à l'époque, avait définitivement fermé l'immigration. Parce qu'ici on dit immigration. Mais l'immigration, après les problèmes qu'il y a eu, pétrole, crise avec la France, etc. Donc, on avait suspendu les accords de main-d'œuvre. Mais ça n'empêchait pas les Algériens de partir. À l'époque, on avait juste besoin d'un passeport. Il n'y avait pas de visa. Les gens partaient, surtout les gens qui avaient des qualifications ou des diplômes universitaires. Ils partaient, ils s'installaient sans absolument aucune difficulté. Moi, je pense, sincèrement, et j'ai écrit un article en 2006 à ce sujet, que j'avais intitulé « La décérébration volontaire ». Ce régime n'a pas besoin de mkhakh, il n'a pas besoin d'intelligence, parce qu'il ne produit pas lui-même l'intelligence, lui-même est un inhibiteur de l'action, du développement, de l'intelligence et du développement. Donc, ils n'ont pas besoin. Rappelez-vous, quand il y avait qui était secrétaire général du FLN, Belkhadem, en 2006, il a fait une déclaration. Il a dit les gens partent pour des besoins sexuels. C'est pour aller s'amuser en Europe, rencontrer des petites blondinettes, et puis c'est tout. Ce Kedboun que nous avons aujourd'hui par accident à la tête de l'État, entre guillemets, ne disait-il pas, nous allons trouver des partenaires européens pour accepter des jeunes pour aller visiter, puis se rendre compte c'est l'enfer et la misère en Europe. Ils vont revenir convaincus que le seul paradis qui existe, c'est-à-dire le véritable enfer, c'est l'Algérie. Donc la politique de décérébration est une volonté politique. Sinon, dans un pays qui se respecte, 1200 médecins qui partent comme ça d'un coup, c'est un gouvernement qui tombe, c'est un ministre de la Santé qui tombe, c'est un ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui tombe. C'est une grave crise gouvernementale qui va s'installer dans le pays. Et au moins, ils s'en foutent. Plus les gens partent, mieux ça vaut pour eux, parce qu'aujourd'hui, les compétences, la qualification, le savoir-faire, le savoir-refaire, la technologie, la technique, c'est Nasser Jim, c'est Hossein Boulaya, c'est Manna Djebbar. Ce ne sont pas les docteurs qui ont gradué à MIT, Harvard, Columbia, Stanford, UCLA, Oxford, Cambridge, etc. Ils n'ont pas besoin de mkhakh. Vous n'avez pas vu, il y a 2 ou 3 années, du temps de Bouteflika, on tabassait les médecins, on a fracassé les crânes des médecins, on tapait sur les dentistes, on tapait... C'est un régime répressif. Adel Djebbar, on va essayer de faire vite parce qu'on a avec nous
اسمح لي عادل جبار على بالي قلبك راهو معمر après presque 4 semaines. Si Mohamed Khelfaoui, je vais revenir à vous très très vite parce qu'on a avec nous Dr Tariq Arab, mais aussi on a avec nous Karim Tabou, coordinateur national de l'EDS depuis Alger. Karim Tabou, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Karim. Merci de l'invitation et mes salutations chaleureuses à tous les invités et à nos téléspectateurs. Merci Karim d'avoir accepté l'invitation. On a avec nous aussi Dr Tariq Arab qui est médecin, qui est avec nous depuis Paris. Dr Tariq Arab, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, docteur. مرحبا بكم السلام عليكم زول مرات الاول ميرسي à tous les invités à Karim جبار منا et puis pardon Adel Jabbar et Mohamed Khelfaoui depuis Alger. Rien à voir avec ce que absolument. En ce moment l'actualité nous fait peur donc du coup voilà donc excusez-moi pour cette grosse erreur. Bonjour à tous les invités. Merci à vous, docteur. Très rapidement, on va écouter Karim Tabou donc, par rapport à l'enfant Ryan, Rabbi Rahmou. Si vous avez un petit mot, Karim Tabou, par rapport à cette affaire. Karim Tabou. C'est une grande tristesse. Parce que voilà des faits qui arrivent dans ce monde de pays qui dépensent beaucoup de budget, beaucoup d'argent et qui se considèrent être des forces de frappe, être des armées capables de renverser la planète Mars et capables d'envahir Neptune. Et dans la réalité, ils se retrouvent incapables de sauver. On a vécu cela à Msila il y a quelques années avec l'Aïechi Rahmou. Et contre, il nous arrive de voir des travailleurs de mine, des événements de ce genre qui arrivent ailleurs. Et il y a de la technologie de pointe, il y a de la précision, il y a de la gestion des urgences de ce type. Bien sûr qu'on va dire هذا هو المكتوب هذا هو القدر. Mais parfois, il est bien de s'évaluer soi-même et de se dire qu'on est un pays sous-développé, on est des pays sous-développés qui, derrière l'apparence de ces faux États et de faux régimes qui donnent comme ça des apparences à l'extérieur, de puissance, de capacité à brimer, à casser, à encastrer, à enfermer des pays entiers, ne sont pas capables de sortir un gosse de 5 ans d'un puits de 30 mètres. C'est triste. C'est triste d'autant plus que, voilà, ça arrive également aux petites gens, ça arrive également aux pauvres, aux misérables qui vivent dans des conditions déjà difficiles, dramatiques. Et quand un drame arrive, et voilà, ça nous rappelle toutes nos vulnérabilités. Ce qui est positif, c'est que dans ce genre de situation... C'est ce que je voulais vous dire aussi, Karim, avec ce constat, mais aussi, est-ce qu'on peut dire que ce drame, on a vu un engouement, on a vu aussi une solidarité extraordinaire des peuples. Au-delà de la solidarité, c'est beaucoup plus que cela. C'est une affection profonde, c'est soi. En tout cas, on sent que c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Quoi qu'il arrive, quoi que les politicards de salon et les gens qui ont tout le temps la main sur la gâchette, qui tentent par tous les moyens de créer des tensions et de les instrumentaliser afin de construire des murs de silence pour empêcher les peuples de s'émanciper, de s'intégrer dans le monde de la modernité, dans le monde du savoir, dans le monde de la compétence,
Eh ben, au fait, derrière tout cela, il y a ce qui est en nous, c'est nous-mêmes. Ce qui est arrivé à cet enfant, il ne peut pas ne pas interpeller un père, un citoyen, un paysan, un villageois. Quand il voit ces images, il se sent que c'est lui. Donc, l'affection, la solidarité, c'est plus que la solidarité. Le peuple marocain et le peuple algérien et le peuple de l'Afrique du Nord est le même peuple. Il a la même histoire, il a les mêmes espoirs, il a le même destin. On est lié par la terre, on est lié par le sang, on est lié par nos espoirs. Et donc, au-delà des gens qui traitent cette région comme on gère des casernes, très bien. Il y a des peuples, il y a... L'Afrique du Nord n'est pas une caserne comme le souhaitent certains. Très bien. Restez avec nous, Karim Tabou. Je vous donne la parole, Dr Tarek Arab, si vous voulez un petit commentaire sur ce drame de l'enfant Ryan, mais aussi j'aimerais avoir votre analyse par rapport à cette situation que vivent les médecins algériens. On apprend donc cette semaine qu'il y a 1200 médecins algériens qui vont quitter l'Algérie pour la France. Mais si vous voulez commenter donc ce drame et la mort du petit Ryan Rabira. Alors d'abord, toutes mes condoléances à la famille, aux parents du petit Ryan. Donc effectivement, cette histoire nous a vraiment affectés. Elle a affecté notamment les deux peuples algériens et marocains, et au-delà des frontières algéro-marocaines, elle a affecté aussi beaucoup de citoyens du monde qui ont suivi ce drame-là. Donc écoutez, voilà, moi j'ai suivi ce qui s'est passé. Donc, on a vu l'intervention des secours marocains qui ont travaillé nuit et jour. Moi, je ne suis pas dans le domaine pour commenter est-ce qu'ils ont été efficaces ou pas efficaces, mais reste toujours est-il que voilà, la mort d'un humain nous affecte, voilà, et c'est vraiment très triste. Et si c'est une occasion pour lier le peuple marocain et algérien en amitié et en fraternité, c'est une très très belle occasion. Donc merci à Ryan qui a réussi à unir les deux peuples. Très bien. On va essayer d'entamer, donc on a commencé avec Abdel Jabbar et Mohamed Khelfaoui sur la situation du secteur sanitaire en Algérie, mais il n'y a pas que secteur sanitaire. C'est cette nouvelle donc de médecins algériens qui vont quitter. Encore un exode, l'exode qui continue des cerveaux algériens. J'avais donné un chiffre de 20 000 médecins qui ont quitté l'Algérie depuis 20 ans. 20 000 médecins algériens. On écoute ce qu'a dit le ministre de la Santé, Ben Bouzid, comment il a justifié donc ce départ de médecins algériens, 1200 médecins algériens. On l'écoute. شكرا سيدي. أنا اليوم جات لي مراسلة نتاع 1200 طبيب جزائري خضعوا إلى امتحان ومسابقة ونجحوا، هذا كلهم غادروا الجزائر. لكن هذا ماهوش غير الجزائر، الهند كلهم يروحوا في الإلكترونيك وكلش. كندا راهي تنادي الدول هذه، ماهوش غير الجزائر، كل الدول. مصر شوف عدد المصريين اللي يروحوا يغادروا. هنا نتكلم على الجزائر، نتكلم على الأطباء وعلى زملائنا هذو اللي هذا كلش، وهذا يدخل في إطار إعادة المنظومة الصحية أشياء عديدة. أنا حصة كيما هذه ما تكفيش، لأن ندخل المواضيع اللي راهو داخل المستشفيات. كاين مصالح عدد كبير من الأطباء، كاين مصالح في أطباء اللي تجاوزوا وقت التقاعد وما زال 75. Donc ça c'était le ministre de la Santé algérien, Ben Bouzid. On écoute ce qu'avait déclaré auparavant M. Tebboune par rapport donc aux médecins algériens. On l'écoute. أنا نقول الأطباء نتاعنا من أحسن الأطباء في العالم، وراني نقولها ماهيش باش بروفوكاري سي دون سونس دو بوال. اليوم الأطباء نتاعنا اللي راهم لاجئين في أوروبا يعتبروهم أنهم من الأحسن والأفضل. نتأثروا صح، ولكن نأثروا احنا تاني. عندنا منظومة نحترمها، أدات ما عليها، نصلحها باش يفوت المرحلة الأخرى.
احنا عندنا مميزاتنا، عندنا نقاط قوة وعندنا نقاط ضعف طبعا. ننميو نقاط الضعف تاعنا ونحافظوا على نقاط القوة. Donc ce qu'avait déclaré Abdelmajid Tebboune, on a les meilleurs médecins en Algérie, donc au monde. Docteur Tarek Arab, qu'est-ce qu'il fait que les médecins algériens quittent l'Algérie? Alors, premièrement, je ne suis pas très d'accord avec les deux interventions là que je viens de voir. Et donc, après, effectivement, ce qui est désolant, c'est de ne pas voir de vrais débats à travers l'échelle algérienne. C'est-à-dire pourquoi ces médecins partent. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un débat, mais on sait que le débat on le verra pas, ce débat-là. Donc, la vraie question qui se pose, c'est effectivement pourquoi ces médecins partent. Donc, il y a énormément de facteurs qui expliquent ça. Il y a des facteurs exogènes et des facteurs endogènes. Les facteurs endogènes, c'est tout ce qui est lié à la vie socio-économique du médecin. Donc, le médecin, c'est un humain comme tout le monde. Et là, voilà, donc il voudrait être épanoui, il voudrait faire des formations continue, il voudrait avoir un salaire décent, il voudrait que sa famille puisse profiter de la vie. Donc, il faudrait qu'il y ait des moyens pour s'épanouir. Donc, c'est tout à fait légitime. Et donc, il souffre comme tous les autres citoyens en Algérie, c'est-à-dire la pénurie de lait, pénurie d'eau, pénurie d'huile, enfin toutes les pénuries toute cette crise économique, elle affecte aussi le médecin en tant qu'humain. Et non seulement parlons de toutes ces pénuries-là, mais son salaire n'est pas un salaire décent. Son salaire ne lui permet pas de payer des formations, d'acheter des livres pour continuer à se former, d'aller à des congrès médicaux. Donc voilà, donc ça c'est tout ce qui est facteur endogène, et tout ce qui est facteur exogène, c'est ce qui est lié à sa profession et en dehors de sa profession. Tout ce qui est lié à sa profession, donc il se retrouve dans un système il y a énormément de failles. Donc je m'exprime, c'est-à-dire que la médecine, elle ne fait qu'évoluer. Donc là, actuellement, on est dans l'ère de la médecine numérisée, digitalisée, on est dans l'ère de l'hôpital numérique, des big data, de l'archivage numérique des dossiers. Donc on est encore dans l'ère en Algérie, dans l'ère des dossiers archivés papier, donc il faut courir dans tous les sens. Moi je vous donne de simples exemples, j'aime bien certains exemples qui sont très intéressants, des comparatifs tels que le système de santé par exemple coréen du Sud, donc depuis plus de 20 ans, donc dans les années 94-95, ils ont réussi à numériser tous les dossiers médicaux à travers toute la Corée. C'est-à-dire que dans les îles coréennes, si vous habitez à Séoul et que vous allez vous retrouver dans n'importe quelle île coréenne, n'importe quel médecin peut ouvrir votre dossier médical et savoir à qui il a affaire, tous les antécédents, tout ce que vous prenez comme traitement, l'historique de vos problèmes médicaux. Voilà, donc il y a d'autres exemples, tels que l'exemple du Danemark, par exemple, c'est pareil aussi, hein, on se retrouve dans l'ère de la télémédecine, dans la chirurgie robotique, et voilà, ça n'existe pas en Algérie, donc on est encore dans l'ère du stéthoscope, et puis voilà, vous faites 7 ans d'études, et puis après on vous donne un diplôme, et puis on vous lâche dans la nature. Alors, il faut savoir qu'au-delà des 7 ans d'études de médecine générale en Algérie, donc là je parle de la médecine générale, si vous voulez vous spécialiser, il faut encore 4 voire 5 ans, et si vous voulez travailler dans la fonction publique ou même dans la fonction privée, il va falloir donner encore 2 ans pour l'État, c'est ce qu'on appelle le service civil. C'est ce à quoi les résidents ont manifesté en 2018. L'une des raisons pour qu'ils annulent ce service civil, comme vous vous rappelez, en 2018, ils ont été tabassés. Donc c'était lors pendant la période du gouvernement
Bedoui. Donc ils ont été tabassés par des policiers, avec tous les respects que j'ai pour cette fonction-là, mais des gens qui n'ont pas fait qui ne sont pas bacheliers, mais qui se retrouvaient à tabasser des bac plus 15, bac plus 16. Voilà, ça faisait très très mal au cœur de voir ça. Sans passer par la période la période qu'on a vécue, la période Covid. On a vu les grosses difficultés des médecins et ne pas oublier qu'il y a eu quand même 360, si je ne me trompe pas, du chiffre. Absolument. Docteur, excusez-moi d'avoir coupé la parole. C'est juste pour rappeler, donc, on s'incline devant tous ces médecins qui ont perdu leur vie. Depuis le début de la pandémie, on parle de plus de 350 médecins, professeurs en médecine. Là, il y a une trentaine de professeurs en médecine, presque 90 médecins spécialistes, on parle de 145 généralistes, 31 pharmaciens, 24 dentistes. Total, plus de 350 médecins. Source Dr Chiben Mohamed Lamine. Juste pour vous apporter donc cette nouvelle. Oui, bien sûr. Tout à fait. Donc, il y a plus de 300 médecins décédés. Et donc, par-dessus tout ça, le quotidien du médecin est soumis à de fortes pressions. Donc, je vous donne de simples exemples pratiques. Un patient qui se retrouve à l'hôpital, donc il va falloir, je parle par exemple du domaine des urgences. Donc, le domaine des urgences est très, très, très pauvre. Donc, les centres d'angioplastie, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'angioplastie, c'est les centres spécialisés en dilatation des artères du cœur chez des patients qui font des infarctus du myocarde, sont quasi inexistants. Vous avez une douleur à la poitrine, en Europe par exemple, en moins de 90 minutes, vous allez vous retrouver sur une table d'angioplastie dans n'importe quel endroit en Europe. Donc, et en Algérie, vous allez faire votre infarctus du myocarde et puis vous allez finir par mourir. Est-ce que, docteur, excusez-moi, je sais que vous voulez vous étaler sur cette question, mais on va essayer de revenir sur ce sujet plus en détail, parce on a plusieurs sujets dans cette émission. Est-ce que vous pensez que c'est une question de moyens, mais aussi une question de salaire, quand on sait que, par exemple, que le médecin en Tunisie ou au Maroc sont beaucoup mieux payés que le médecin en Algérie? Oui, tout à fait. Il n'y a pas que l'histoire du salaire. Il y a une histoire de bien-être aussi. Donc, le médecin n'a pas besoin que de salaire. Donc, effectivement, il a besoin de salaire. Donc, il fait le comparatif avec ses voisins marocains et tunisiens. Les salaires sont 2-3 fois plus importants. Et il est soumis aussi à des pressions de ses responsables hiérarchiques. Comme j'ai entendu le ministre parler de chef de service à l'âge de 75 ans, c'est de la folie. Donc, on ne peut pas continuer à être dirigé par des septagénaires. C'est exactement la même chose aussi dans le domaine politique. Donc, le médecin, je ne vous l'apprends pas. Donc, donc les meilleurs bacheliers, ceux qui obtiennent leur bac, choisissent en premier le domaine médical, le domaine dentaire. Bien entendu, il y a bien sûr des bacheliers qui sont très excellents, qui choisissent d'autres domaines. Mais en général, statistiquement, c'est l'élite. Donc, si ces 1200 médecins ont décidé de partir et qu'il y a 20 000 médecins algériens qui sont en France, ça, c'est un message politique. Donc, et c'est ça ma question, docteur. Est-ce que vous pensez que la situation politique ou le malaise politique que nous vivons, que vit le peuple algérien, et aussi, si on peut dire, donc, ce facteur de départ ou d'exode des cerveaux algériens? Alors, moi, je dirais que le médecin est doublement affecté. Sa profession et son serment
comment dire, dès que l'humain qui est en face de lui, qui est en train de soigner, donc il soigne non seulement sa souffrance physique, mais il soigne aussi sa souffrance morale. Et il se trouve que maintenant, on constate que voilà, la grande majorité du peuple algérien souffre psychologiquement. Donc ça affecte aussi le médecin à cause de la situation politique, bien sûr, et puis la situation économique, mais le médecin aussi est affecté aussi, lui aussi, psychologiquement. Donc, en vivant toute cette pression-là politique quotidienne, oui, le médecin se retrouve à ne pas être écouté. Donc, non seulement il souffre sur le plan économique, mais deux, il se retrouve persécuté, non écouté et puis négligé. Et puis, il écoute des discours qui sont complètement déconnectés, et donc par-dessus tout ça, ils se retrouvent tabassés par des policiers, hein, vous l'avez vu en 2018, et par-dessus tout ça, il perd des confrères, il a perdu ses confrères lors de la période Covid. Donc par manque de moyens, docteur. Par manque de moyens, parce qu'il y a beaucoup de... Oui. Allez-y, je vous en prie. Manque de moyens et par manque et se retrouve dans un système de santé qui est complètement déconnecté, un système de santé qui est farfelu, avec un budget qui est proche du budget de Wizarat al-Moudjahidine. Écoutez, c'est pas possible, vous pouvez pas continuer comme ça. Et tous les jours, le pauvre médecin entend des histoires de détournement d'argent, des milliards de dollars qui partent par-ci et par-là, alors que nous pouvons construire des hôpitaux avec des normes mondiales, des hôpitaux numériques. Ça ne coûte pas excessivement cher. Allez-y, regardez sur le site sur YouTube, regardez l'hôpital de Dorus au Danemark. C'est un hôpital extrêmement, numérisé, qui n'a coûté que 125 millions de dollars pour le Danemark. C'est tout. On peut en avoir des vingtaines en Algérie. Très bien. Atik Saha, docteur, je m'excuse parce que je sais que vous pouvez parler pendant des heures et des heures par rapport à ce problème. Mais là, on a d'autres sujets. Je vous remercie beaucoup, docteur Tarek Arab, qui est médecin depuis Paris. Si Mohamed Khelfaoui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cet exode de cerveau algérien après cette nouvelle de 1200 médecins algériens qui vont quitter l'Algérie? L'exode continue, bien sûr. Il y a le malaise de vivre, le manque de moyens, mais aussi beaucoup pensent qu'il y a aussi cette situation politique qui complique ce phénomène. Je vais parler sans avoir entendu de notre ami le médecin de Paris, parce qu'il y a eu une coupure. Absolument. Désolé, je pense qu'il y a eu une petite coupure d'Internet. Oui, c'est ça. Et donc, je n'ai pas suivi ce gars. Mais allez, je ne sais pas. Alors, je voudrais dire deux mots sur les interventions, les explications du président de la République et de son ministre de la Santé à propos de nos médecins. Je suis désolé d'entendre le ministre de la Santé, qui lui-même est médecin, parlant de ses confrères médecins et en banalisant la question. Au lieu d'aller, ce qui est attendu, il était professeur dans un hôpital, il a exercé la fonction de médecin, il sait donc les difficultés et les problèmes dont souffrent ses confrères. Il est ministre et il a une vision plus large, puisqu'il gère tous les hôpitaux, tout le mandoma, comme le mandoma al-Sahia, Kamilia, il est le gérant, le gestionnaire de tout ça. Et voilà qu'il y a l'exemple de l'Égypte, alors qu'il devait plutôt, à mon avis, poser la question, ou là nous dire le pourquoi, voire même le comment. Quel est le vide ou la motivation essentielle de nos médecins qui partent? Et sachant que, comme l'avait rappelé Seadel, du Canada au-delà de l'Atlantique,
la chose, cette hémorragie ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, parce qu'il y a un médecin qui a donné ce chiffre, tous les gens maintenant se mettent. Mais la fuite, c'est pas une fuite en fait. Parce que fuir, c'est se sauver de quelque chose. Mais là, les gens partent à la recherche de leur avenir, à la recherche d'une vie décente, à la recherche d'une vie où il peut exprimer son savoir, ses connaissances, apprendre également. Bon, pourquoi les Algériens quittent? C'est lorsqu'on sait qu'ici, vous avez des médecins, ils sont nombreux, qui touchent 50 000 dinars. 50 000 dinars, ils ne peuvent pas louer un appartement et vivre. Ils ne peuvent pas. Encore moins se marier lorsqu'il s'agit d'un garçon. Bon, donc il y a un problème. Lorsque le président de la République dit que nous avons les meilleurs médecins, c'est à notre honneur, ça fait chaud au cœur si c'est le cas. Ça fait chaud. Mais comment sont-ils traités, ces meilleurs médecins du monde, au monde, main gauche du monde, mais les meilleurs médecins au monde? Ils doivent être traités quand même en conséquence de cette valeur. Or, ce n'est pas le cas, encore une fois. Ils sont tabassés, comme on l'a dit, et ils sont au chômage pour beaucoup. Ils sont sous-payés et pour beaucoup également. Et je dis ça en connaissance de cause. Ma fille étant médecin. Donc, c'est ce genre soit un déni du réel ou de la réalité, soit une banalisation qui vous laisse pantois, à se demander le sens des responsabilités vis-à-vis donc de ces gens-là et vis-à-vis du peuple. Lorsqu'on communique, dites-nous, on veut savoir, on veut apprendre, mais surtout dites-le aux médecins qui, eux, sont concernés par cette question. Expliquez-leur. Ce n'est pas des faux fuyants. Et alors parce que ailleurs, les médecins quittent leur pays, donc en Algérie, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils devaient quitter. Non, c'est ni une justification, ni une explication. Encore moins une considération. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. On va essayer de passer à un autre sujet donc, de cette émission, qui est bien sûr la revue El Jaish, l'édito El Jaish, qui est sorti donc cette semaine, peut-être toujours dans cette logique de l'ennemi, de la menace qui guette l'Algérie. Et sur ça, j'aimerais bien donner la parole à Karim Tabou, si c'est possible. Karim Tabou, quelle est votre lecture par rapport à cet dernier édito de El Jaish, où il parle que l'armée nationale populaire donc, est le prolongement du peuple, bien sûr, et aussi il dit que ces tentatives vouées à l'échec et autres n'auront aucun écho, comme elles ne pourront en aucun cas rompre le lien sacré et puissant entre le peuple et l'armée, ni affecter le moral de notre peuple et des éléments de notre armée par leur haut niveau de conscience, des complots ourdis et des viles manœuvres orchestrées encore leur patrie et visant en premier lieu l'ANP et son commandement. Toujours donc dans cette logique de complot, Karim Tabou, comment peut-on qualifier cet édito de El Jaish, Karim? Karim Tabou? Je pense qu'on l'a perdu, on va essayer de l'avoir. Adel Jabbar, à vous la question. Vous avez, je ne sais pas si vous avez écouté ma question. Je l'ai écouté. Si vous me donnez 30 secondes, je rebondis sur cette question très importante des médecins. Il ne faudrait pas mettre le focus uniquement sur les médecins. Sachez que sous le règne de Boutseleka, l'imposteur, il y a eu plus de 400 000 cadres supérieurs qui ont été poussés à l'exil par le régime de Boutseleka et les généraux. Et donc ce n'est pas une nouveauté. En 2003, moi je me rappelle, quand Erdogan est venu, je ne fais pas sa promotion, sa politique et la Turquie ne m'intéressent pas, il n'y avait rien. L'Algérie avait beaucoup plus d'infrastructures médicales. Moi-même, j'ai été hospitalisé à l'hôpital Maillot en 70 chez un prof pour des histoires d'ORL
ça marche très bien. Donc la Turquie a construit le plus gros village hospitalier du monde en l'espace de 17-18 ans. C'est la ruine. Maintenant, quand j'écoute ce Kedboun et ce ministre, ce sinistre de la Santé, parler comme des opposants, nous ramener à une fatalité tombée du ciel, non, la Ral Boulhend, ils produisent plus de 140 000 médecins par année et 60 000 ingénieurs informatiques. Les gens qui sont partis à l'exil ne sont pas partis pour leur ventre. Moi, je n'ai pas quitté l'Algérie. Je suis parti pour la citoyenneté, à cause du manque de citoyenneté et du manque de dignité et de considération. Quand vous sortez de votre bureau, un petit flic vient vous tabasser. Donc les médecins, les ingénieurs, les informaticiens, les pétroliers, tout le monde part. C'est un combat pour la dignité. On n'a-t-on pas vu des femmes et des hommes et des enfants s'aventurer dans des barques de fortune pour aller se réfugier en Espagne? Donc le problème est beaucoup plus profond que ça. Ça n'a rien à voir avec 50 000 ou 100 000 ou 1 milliard de dinars. Vous n'avez aucune considération tant et aussi longtemps que vous vivez sous un régime totalitaire, dictatorial, inhumain, qui ne considère pas le monde. Maintenant, je reviens à cet édito de slogan. Et la question, juste pour apporter de l'eau à votre moulin, comme on dit à Adel Djebbar, la question qui se pose quand Abdelmajid Tebboune dit qu'on a les meilleurs médecins au monde, alors quand eux, ils sont malades, tout de suite, ils prennent l'avion pour aller se faire soigner à l'étranger. Pourquoi ne pas rester donc se faire soigner en Algérie si on a les moyens et les médecins, les meilleurs médecins au monde? Ma'alish, tfaddal sur l'autre question. Donc, c'est Merlin, l'enchanteur, qui nous sort des mensonges à tout bout de champ de sa flûte. A-t-il une grille d'évaluation pour dire qui est meilleur et meilleur par rapport à qui et par rapport à quoi? C'est les médecins de Francfort qui le soignent. C'est les médecins algériens à Francfort. C'est les dizaines ou le million, le 3 millions d'euros qu'on a dépensés indûment pour lui. Donc il arrête de nous embarquer sur ces histoires. Ces gens-là relèvent de... Honnêtement, pour ne rien vous cacher, pour moi, ils sont dans la haute trahison. Parce que ce qu'ils ont fait à ce pays, à ce peuple, à tout le monde, relève de la haute trahison. Ils n'ont rien fait. Ils ont détruit ce pays et ils ont fait que les Algériens, aujourd'hui, n'ont absolument aucune estime de leur être. Ils se détestent. Les Algériens sont en train de se détester et ils te disent, je foule quand je vais sur la planète Mars pour pouvoir respirer un air respirable. Donc, ils aiment les histoires d'Ahmado. Et ce n'est pas avec leur propagande. Moi, personnellement, je ne commande jamais la propagande de Kedboun pour ne pas faire de la désinformation. Je préfère commenter l'actualité triste, pénible, qui nous fait très mal dans ce pays-là, que de parler de Kedboun et ses acolytes. Maintenant, pour revenir à cet édito de se concentrer de haine et de détestation, le gars qui a écrit ça relève de la psychiatrie. C'est un malade mental. C'est un malade. Il faudrait l'interner plus vite. Malheureusement, il reflète l'état d'esprit de ce qu'on appelle improprement l'armée nationale populaire, digne héritière de l'ALN. Elle-même qui a bousillé l'ALN. Si vous me donnez 5 minutes, je vous rappelle toutes les impostures qui ont été commises par cette armée nationale populaire, entre guillemets. 57, ils ont pendu Ben Ramadan ou qu'il est tombé au champ d'honneur. 58, 59, le président Farhat Abbas, 62, le président Ben Youssef Ben Khedda. Ils ont ramené le adjudant qu'ils ont intronisé 3 ans après. Ils ont ramené les DAF, les caporaux, ta France à des postes de responsabilité. Je continue, 88, ils ont tiré à balles explosives dans la poitrine de nos enfants, tuant 500 ou 800 et blessant des milliers. En 92, à la volonté du peuple, ils ont tué 250 000 citoyens innocents et enlevés, faire disparaître de la surface de la Terre 20 ou 25 000 autres. Ils continuent encore. 99, qu'est-ce qui s'est passé? Jabouna, un cinglé, un imposteur qui n'a jamais tiré une balle, il était en pyjama, derrière les lignes avec les vacanciers de Oujda.
et de Gherdimao, il l'a intronisé président de la République. Regardez le saccage qui a été fait pendant 20 ans. Et on a essayé de construire ce type, même quand il était mourant, on a essayé de lui construire un passé à partir de son présent, alors qu'il n'a jamais tiré une carte. C'est un énorme complot contre l'Algérie. Ces gens-là sont dans la haute trahison. Très bien. Ma'alish Adel Jabbar, parce qu'on doit avancer très très vite. Karim Tabou, je pense qu'il est de retour. Karim, est-ce que vous êtes avec nous? Karim Tabou? Très bien. Karim Tabou, sur la question donc de l'édito El Jaish, je pense que Adel Jabbar a parlé de Ben Youssef Ben Khadda. On a une petite vidéo, donc un message très fort qui correspond à la situation que nous vivons actuellement. Et dans cet édito de El Jaish, on peut lire: le peuple est fier de l'institution militaire qui a toujours été et demeurera le symbole de la loyauté envers la patrie et de son appartenance à celle-ci. Soulignons que l'Algérie continue d'avancer avec fermeté et détermination sur la voie de l'édification d'une nouvelle république sur des bases solides, avec la proclamation du 1er novembre comme feuille de route et de laquelle elle ne déviera point. On écoute ce passage, cette vidéo donc, de Ben Youssef Ben Khadda, et je vais revenir à vous, Karim Tab. Le peuple a été l'artisan principal de l'indépendance. Ces officiers qui sont restés pendant la durée de la guerre aux frontières tunisiennes et marocaines ont souvent tendance à ne compter que sur la force des armes. Cette conception dangereuse conduit à sous-estimer le rôle du peuple, voire à le mépriser, et crée le danger de voir naître une féodalité ou une caste militariste telle qu'il en existe dans certains pays sous-développés, notamment en Amérique latine. L'armée est au service de la nation, c'est-à-dire qu'elle est sous l'autorité directe et absolue du gouvernement qui exprime la souveraineté nationale. Elle n'est pas la source du pouvoir selon l'idée simpliste qui confond force armée et origine du droit et du pouvoir. Cette origine ne peut être que le peuple. C'est là un principe de base de notre révolution et de toute démocratie. Donc ça, c'était les déclarations de Ben Youssef Ben Khadda. Karim Tabou, à vous la parole. Merci. Il est très difficile d'intervenir après Adel et après notre ami médecin de Paris, parce qu'ils ont vraiment décortiqué la situation autant sur le sujet se rapportant au départ de ces médecins que de l'éditorial de la revue El Jaish. Toutefois, je vais essayer d'apporter quelques éléments complémentaires à notre débat. Vous savez, il n'y a pas que les médecins qui quittent ce pays. On n'a pas les statistiques parce que l'outil statistique dans ce pays est défectueux. Il est manipulé. Toutes les statistiques suivent les allures politiques et les vœux politiques de nos dirigeants. Et ils sont combien ces étudiants à vouloir quitter le territoire national? Ils sont combien ces étudiants qui sont en train de chercher la porte de sortie pour aller dans n'importe quel pays du monde? On fait même plus le choix de la destination. L'essentiel étant de trouver une issue de secours pour aller dans n'importe quel pays du monde. Des Algériens, ils sont des centaines, peut-être on n'a pas les statistiques, ils sont des milliers à partir en Afrique du Sud. Ils sont des milliers à partir dans des pays africains. Ils sont des milliers à partir en Asie. Parce qu'on a tendance à parler que des gens qui partent en France et qui partent au Canada. Les Algériens, à défaut de trouver une possibilité d'aller au Canada et en France et dans les pays européens, ils partent ailleurs. Et ils sont des centaines. Et qu'est-ce qui fait que ces Algériens quittent l'Algérie, Karim Tab? Justement, je vais arriver. Bien sûr, quand il y a également combien d'enseignants universitaires qui ont quitté les amphithéâtres en Algérie, ils sont partis ailleurs. Chez nos voisins, ils sont combien de petites gens qui pratiquent n'importe quelle fonction et qui se cherchent des horizons cléments ailleurs.
Bien sûr, dans un pays où vous voyez les gens s'installer dans certains pays africains, je parle du Sénégal, je parle du Maroc, je parle du Congo, je parle du Rwanda. Ne parlons pas du Rwanda qui est devenu un pays qui se développe à une allure importante en Afrique du Sud. Des boîtes qui auraient pu trouver le meilleur possible pour s'installer en Algérie, les boîtes internationales. Comment Microsoft s'installe en Tunisie, s'installe au Maroc et ne s'installe pas en Algérie? Parce que en Algérie, quand tu entends le citoyen, تسمعوا يقول لك وجا اعرف باللي يا اما جات la connexion, يا اما جا الحليب, يا اما جا الماء. Dans un pays où encore en 2022, on est tout heureux de voir la pression de l'eau monter au troisième étage de chez soi. On est tout heureux de vivre. C'est triste. C'est triste que l'Algérien est réduit aujourd'hui à être heureux de pouvoir se procurer chez un ami un sac de lait. Je parle de la connexion Internet. Vous voyez, pour animer un débat, vous pouvez vous connecter à Neptune avec des gens qui vont intervenir de là-bas. Mais quand il s'agit de تربط الخيط كما يقولوا العرب مع الجزائر للأسف انقطاع ورداء في الصوت ورداء في parce que la mauvaise qualité d'internet. Vous savez, et à chaque fois il va falloir revenir à l'essentiel. Moi, je ne suis pas spécialiste de toutes ces questions, je n'ai pas l'expertise. Mais j'ai appris tout simplement à analyser les choses d'une manière simple. Retourner à la source. Il y a un dérèglement tel que vous allez vous interroger. Pourquoi les médecins quittent ce pays? Pourquoi les enseignants quittent ce pays? Pourquoi les petits entrepreneurs quittent ce pays? Pourquoi les étudiants quittent ce pays? Tout ça relève du dérèglement. Parce que à la source, ces dérèglements, ils sont liés à la crise source. La crise source est que dans ce pays, la prime est donnée à la violence, la prime est donnée au dictat, la prime n'est jamais donnée à la compétence. Et dans tous les domaines, vous voyez le médecin, lorsque vous voyez les critères pour aller à la faculté de médecine pour les étudiants lorsqu'ils passent l'examen du bac, vous pouvez considérer cela comme étant le produit le plus élevé de la société, le produit le plus cher. Un médecin, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus cher dans la société. Imaginez un Nassar, et je parle des choses simples. Vous voyez, quand un enfant s'inscrit à l'école primaire, c'est toute la famille qui consent des sacrifices énormes. Et lorsqu'il va au second, c'est encore des sacrifices énormes, c'est des privations de famille. On a fait les études et on sait dans quelles conditions nous sommes arrivés à l'université, nous avons eu cet honneur d'aller à l'université. C'est toute la famille, des sacrifices énormes, des privations. Et si vous demandez à un père à combien il peut mettre son fils pour lequel il a consenti, il a sacrifié toute une vie, il va le mettre sur le marché, il demande quelle valeur? Il est inestimable, il est impossible à fixer. Et comment ce pays, avec autant de privations, arrive jusqu'à produire le meilleur de soi-même, c'est le médecin, et voilà, on lui donne un visa et on le prend. C'est-à-dire que c'est un drame dans le drame. Et la réalité est que on peut toujours chercher techniquement des prétextes, des justificatifs. Quand on entend le président, entre parenthèses, parce que même à ce niveau-là, on a de faux présidents, on a de faux ministres, on a de fausses élections, on a de faux chiffres, de fausses statistiques. Et tout est faux au point où, aujourd'hui, on prend la mesure des dégâts. Ces médecins ne sont pas partis pendant le terrorisme. Ces médecins n'ont pas quitté ce pays pendant des années parce qu'ils avaient considéré que, bien au contraire, se maintenir et maintenir ce pays, parce qu'ils l'ont fait fièrement, ils l'ont fait avec beaucoup de conviction. Et après, ils ont eu la matraque sur eux-mêmes. Et je parle des enseignants à l'université, ils sont des milliers à quitter. Et dans toute cette ambiance-là,
dans toute cette ambiance-là. Et il y a le pouvoir qui a complètement décimé l'élite de ce pays. Poussé une grande partie à l'exil, poussé une autre partie au renoncement et pousser une autre partie à l'assimilation, à l'intégration dans le système de corruption, dans le système de... Et quand une élite subit de telles violences qui l'obligent à aller dans ces trois filières, le silence, l'exil et l'aliénation et la démission et le travail dans le déshonneur, et c'est dramatique. Voilà les caractéristiques du sous-développement. Ces éléments-là sont les éléments constitutifs du sous-développement. Concernant le fait que la on est dans un pays, on est en permanence, en attente, en débat de ce qui est écrit dans une revue qui aurait pu parler du technique, de la professionnalisation de l'armée, des choses qui vont être utiles pour le pays et qui vont placer notre pays dans les enjeux de géopolitique, de géostratégie, et puis Dieu seul sait les turbulences qui nous attendent et les zones de turbulences qui attendent ce pays. Malheureusement, à chaque fois, vous avez une copie double du journal Moudjahid qui est reproduit sous forme d'éditorial de la revue Le Jish. Il parle de tout. Il parle de la politique, il parle de tout. Tout ce qu'ils interdisent aux autres, eux, ils se le donnent le droit d'en parler. Et ils interdisent aux gens de parler de la démocratie, de la transition, des problèmes politiques, mais eux, ils s'arrogent le droit de parler de tout. Ouais. Reste avec nous, Karim Tab. Allez-y, continuez sur le rôle de la société, de l'élite, de l'université, des partis politiques, de la société civile, etc., montre bien qu'il y a complètement, j'allais dire, piétinement sur les espaces des autres, et c'est ça qui fait qu'on est dans un système de dictature. Très bien. Restez avec nous, Karim Tabou. Je vais revenir à vous, si Mohamed Khelfaoui. Rappelons que vous êtes expert sécuritaire. Si Mohamed Khelfaoui, quand on voit ce qu'il y a dans l'édito Al-Jaish, il parle le lien entre le peuple et son armée ne cessera de se renforcer et de se consolider malgré les machinations des complots. On parle tout le temps des complots dans ces éditos. C'est Mohamed Khelfaoui, comme Karim Tabou l'a rappelé, souvent aussi l'édito s'est mis dans le champ de la politique. Il a parlé donc de cette nouvelle Algérie. Quelle est votre lecture, c'est Mohamed Khelfaoui? Sachant le Hirak, quand il avait commencé en 2019, le slogan était clair, Dawla Madaniya Machi Askariya, que l'armée était bien sûr l'armée du peuple, mais qu'elle doit être dans ses fonctions, c'est Mohamed Khelfaoui. Oui, absolument. L'armée, elle est nourrie par le peuple. Ses soldats, ses officiers, tous ces gens-là qui travaillent dans l'armée, qui activent dans l'armée, viennent du peuple. Maintenant, il lui appartient de jeter un regard sur ce peuple et la demande de ce peuple pour mieux être. Mieux être. Bon, ceci étant, moi je voudrais ajouter une remarque. C'est que la revue El Jish, elle est destinée, encore une fois, je le répète, aux casernes, c'est-à-dire à l'attention des éléments de l'armée, Joundi jusqu'à commandant en chef. Alors pourquoi elle sort et elle est reprise par les médias plus ou moins politiques, les médias de l'État, les médias... Ou bien l'armée demande empêche à ce que la chose continue à se faire parce que c'est préjudiciable, il n'y a qu'à entendre les gens. Voilà, c'est un autre signe. Qu'est-ce qu'elle veut endoctriner le peuple ou alors donner de l'émulsion au corps de bataille, les autres aussi, pour s'activer et travailler, les inciter à faire quelque chose. Certes, le problème qui sont soulevés
professionnalisation et autres, oui, ce sont des choses à évoquer. Maintenant, les menaces, etc., moi je le répète, tous les pays sont plus ou moins menacés par des puissances d'envergure, comme par d'autres frontaliers ou autres. Donc il s'agit de travailler, de convaincre et de se préparer aux conséquences. Maintenant, c'est pas à moi qu'il faut le dire, c'est entre vous. Pour ça, je dis que cette revue-là ne doit pas sortir des casernes, n'a pas vocation à faire de la politique ou à sensibiliser la population. La population, elle est sensibilisée d'une autre manière par d'autres instances, par d'autres moyens. Pas de cette manière-là, ce n'est pas bon, parce que c'est toujours la même chose. C'est comme si, c'est appel, si on dit bon, bref, soit il y a des menaces. Et alors, est-ce que ça empêche l'Algérie de tourner, d'évoluer politiquement, socialement, économiquement, etc. Et non. Donc, pourquoi on veut empêcher ou sous-entendre rester chez vous, la chose est mauvaise. La chose, ça sent pas bon, on est menacé, on est menacé, ou on se prépare contre la menace, et si on est incapable, on essaie de travailler diplomatiquement ou économiquement, ou alors se taire. Je ne peux pas assumer ça. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. On va essayer de finir donc avec le sujet des détenus politiques. Si on avait un peu de temps, on aurait aimé aussi débattre de cette interview de Ramtan Lamamra. Et on va y revenir dans nos émissions. Mais je vais finir cette émission avec le sujet donc, des détenus politiques. Très rapidement, il ne me reste pas beaucoup de temps. Adel Jabbar, je sais que vous voulez intervenir par rapport à cette question. On parle de plus de 350 détenus politiques en Algérie ou détenus d'opinion. Il y a plus de 40 détenus qui ont entamé donc, la grève de la faim. Aujourd'hui, c'est le 10e jour depuis le début de la grève de la faim. Ils ont été déplacés un peu partout, ces prisonniers. Quelle est votre lecture, Adel Jabbar, votre sentiment par rapport à cette situation? Chaque fois, on se dit les choses peut-être vont s'apaiser, mais là encore, de plus en plus, les choses encore se compliquent, sachant qu'on est à quelques jours du 3e anniversaire du Hirak. Adel Jabbar. Nous avons affaire à un régime monstrueux, inhumain, totalitaire, autocratique, qui ne croit qu'à lui-même, qu'à la puissance des armes et du blindé, ce que ces Zouaïs, parce que pour moi c'est des Zouaïs, ils sont tellement décalés par rapport à la réalité du monde, il faudrait qu'ils sachent que les gens qui sont en face d'eux, c'est-à-dire de simples citoyens comme moi, qu'est-ce qu'ils ont comme armes? Ils ont deux choses, ils ont une langue, et cette langue-là, elle n'a pas d'os, donc ils ne peuvent pas la casser, elle va s'exprimer, elle va émettre des opinions. Et ils ont un cerveau qui contient plus de 200 milliards de neurones qui produisent de l'intelligence. Ce n'est pas des spermatozoïdes que nous avons dans la tête. Ce qui m'agace avec ces gens-là, ce qui m'agace et qui me fait très très mal, c'est qu'à chaque fois qu'on ouvre la télé et qu'on écoute, on nous montre des gens en pyjama avec de la quincaillerie, une vieillerie en train de nous polluer les yeux et les oreilles. Ça m'a fait dire un jour que ce n'est pas le ministère de la Défense ou la Wizard de Défense, c'est Wizard de al-Watani. C'est un groupuscule de généraux voyous qui ont privatisé cette armée-là, ils en ont fait leur propriété. Et puis, ils ne sont pas en train de s'occuper de cette armée. Aujourd'hui, l'armée algérienne, c'est l'une des plus reculées, les plus arriérées, les plus sous-développées. On a peut-être 3 ou 4 ou 500 000 hommes qui sont dans les tranchées le long de la frontière avec le Mali, avec le Niger, avec le Maroc. Qu'est-ce qu'ils produisent? Pétrole, il n'y aura pas d'argent. Avec quoi vont-ils demain financer cette armée? Il faut la réformer. Maintenant, je reviens. Très rapidement, parce que moi, je vous promets de vous inviter aussi pour vous exprimer par rapport à cette affaire de détenus politiques. Mais je vous accorde très rapidement 20 secondes parce que je dois donner la parole. Et on me dit que le temps, my time is up. On me l'a dit en anglais.
Ils ont kidnappé des gens, ils en ont fait des otages, ils les ont maltraités. Et aujourd'hui, chauffe l'apartheid. Moi, j'étais en Afrique du Sud en 96. Les Noirs de l'Afrique du Sud ne se plaignaient pas trop des Blancs parce qu'ils étaient en train de construire. Donc, des prisonniers, vous les avez pris illégalement, emprisonnés pour un délit d'opinion ou de atteinte au moral de l'armée. L'armée, c'est l'armée du salut, l'armée des scouts. واليوم تلبسوا تجيبوا لهم ناس يضربوهم ويديهم السبيطارات ويعسوا عليهم هادو quand j'ai vu Abdallah Ben Naoum, j'ai pleuré un homme de cette stature sortir comme un cadavre qui pèse 40 ou 45 kilos après tout ce qu'il lui a été commis comme torture, comme violence de la part de cette armée, de cette oligarchie militaire indigne de l'humanité. Merci Adel Jabbar. Merci Adel Jabbar. Il a été transféré directement à l'hôpital. Je termine avec quelque chose d'important. Il y a Hannah Arendt qui avait participé au procès d'Eichmann en 61, le nazi qui a été pendu par les Israéliens. Elle était subjuguée par son comportement. Et lui, il disait, moi, je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Donc c'était la banalité du mal pour lui. Pour lui, c'était normal. Merci Adel Jabbar. Le bandit Yahado, ils ont banalisé. Merci à vous Adel Jabbar. On va laisser pour une autre émission, et je vous ai promis que je vais vous inviter par rapport à ce sujet. Karim Tabou, par rapport donc à ces détenus politiques, la grève de la faim, le 10e jour aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, sachant que vous avez aussi été malmené dans le passé, emprisonné, vous avez vos opinions politiques. Karim Tabou. En tout cas, au-delà de notre soutien, il est du devoir moral de tout un chacun de se battre pour leur libération. Et rappelons un peu la question de la revue Ta'al-Jish. Moi, j'ai envie, avec votre permission, en moins de 40 secondes, vous recitez deux belles citations de deux hommes algériens qui ont fait vraiment l'histoire. La première est du colonel Lotfi. Le colonel Lotfi avait dit « Notre Algérie va échouer entre les mains des colonels, autant dire des analphabètes. » J'ai observé chez le plus grand nombre d'entre eux une tendance aux méthodes fascistes. Ils rêvent tous d'être des sultans au pouvoir absolu. Ils n'ont aucune notion de la démocratie, de la liberté, de l'égalité entre les citoyens. Pratiquement la même parole a été dite autrement par Ben Ramdan qui disait « Je connais chez les colonels une tendance à l'exercice d'un pouvoir absolu. Ce sont des futurs potentats orientaux. Par leurs attitudes, ils sont la négation de la liberté et de la démocratie que nous voulons instaurer dans une Algérie indépendante. » Voilà les paroles qui auraient pu être les références de militaires qui ont parlé aux Algériens et qui ont parlé des expériences et surtout de la nécessité de se battre, de continuer de se battre jusqu'à ce que soient réalisés les idéaux pour lesquels ces hommes de valeur sont partis. C'est une responsabilité politique, historique et morale de tout un chacun. Merci Karim Tabou, merci beaucoup pour ces paroles. Le dernier mot, Mohamed Khelfaoui, très rapidement. Si Mohamed, tfaddal. Oui, pour ce qui concerne les détenus, bon, il y a beaucoup d'encre à couler, tout le monde a parlé, et on n'arrive plus à comprendre le comportement du pouvoir vis-à-vis des Algériens qui, eux, manifestent leur position, manifestent leur point de vue à travers des marches ou à travers des déclarations. On n'arrive pas à comprendre ni à voir, ou alors on comprend qu'ils ne veulent rien. C'est-à-dire, nous sommes là et nous resterons là. Là, ça devient un problème de psychanalyse. Ou bien on travaille un pays et un peuple, ou alors on dégage. Maintenant, si on veut travailler pour soi-même, là, ça peut aller vers d'autres dérapages, d'autres glissements. Et l'Algérie appartient à tout le monde. Il appartient au peuple de défendre sa patrie, son pays. Il ne faut pas se baisser les bras. Non,
je dirai ce qu'il y a lieu de dire et je défendrai mon pays par tous les moyens que j'ai. Les détenus politiques, voilà, malheureusement, ils ont recours à la dernière arme de salut dans tous les sens, c'est la grève de la faim, quitte à mourir, c'est-à-dire le salut définitif. Voilà où on pousse les gens. Alors, si eux sont en grève de la faim, comment sont leurs parents? Comment est le peuple algérien lorsqu'il voit que le pouvoir peut pousser les gens à la mort sans bouger ou sans se remettre en cause ou sans remettre en cause ses méthodes? Mais يعطيك الصحة سي محمد خلفاوي. Je m'excuse, je vous ai interrompu parce qu'on est un peu pressé par le temps. On me dit que le temps de l'émission est fini. Merci à vous, si Mohamed Khelfaoui. Barakallahu fik, analyste sécuritaire qui était avec nous depuis Alger. يعطيك الصحة سي عادل جبار, analyste politique qui est avec nous. Très content de vous revoir, si Adel. Merci, un grand merci aussi à Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS. Et merci aussi à Dr Tarek Arab qui était avec nous, médecin qui est avec nous dans cette émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum as-sahha wa ala khir.